Et tout de suite, donc, nous avons retrouvé Björn Duval. Bonjour Björn Duval. Bonjour Clémence. Et très heureuse de vous avoir en direct avec nous. Avant de parler de votre livre, donc j'ai fait une rapide introduction et expliqué, évidemment, vous tombez en plein dans l'actualité avec cette hausse totale des prix de l'énergie en général, et pas que de l'électricité, mais l'électricité encore plus. Comment s'en sortir aujourd'hui? Comment éviter cette augmentation? Et vous allez même beaucoup plus loin. Vous dites comment arriver à 0 € de facture d'énergie. Vous allez, on va en parler, mais immédiatement, je vois déjà beaucoup de personnes qui disent oui, oui. euh, c'est très bien, mais tout ça, c'est pas gratuit. Ça demande des installations qui coûtent une fortune chez soi. Et tout le monde pense à des installations très chères. Je précise immédiatement, pour que tout le monde reste bien concentré sur cette intervention, qui est quand même, je pense, très importante pour nous tous, qui est très concrète, c'est que vous faites ce travail, vous dites... euh, Moi-même, je n'avais pas d'argent, donc mes installations et ma façon, mon autosuffisance énergétique, elle a été faite avec des matériaux justement peu chers. C'est aussi ce que vous avez, c'est aussi cette démarche. C'est pas seulement l'autosuffisance avec les panneaux solaires les plus chers de France. Alors oui et non, faut être clair, si on veut arriver littéralement à 0 € de facture d'énergie et 0 € de facture d'électricité, alors va y avoir des dépenses un peu coûteuses. Par contre, si on veut tendre vers zéro, se rapprocher de zéro, Hmm. alors ça coûte pas forcément très cher. D'accord. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet et de prendre, on va prendre point par point, c'est très bien fait, je le rappelle, votre livre qui, alors malheureusement, je ne peux pas le montrer parce que je l'ai eu en version PDF, mais avec des illustrations, avec des petits guides pratiques, avec des petits comment réutiliser la cendre, etc., comment faire sa propre lessive, enfin, plein de petits points, et puis organisé par thématique, en fait, comment utiliser, comment gérer son chauffage, puis sa cuisson, puis son éclairage, puis surtout la circulation, les voitures, on va parler des voitures électriques notamment. On va revenir là-dessus. Tout est très bien fait dans ce livre. Mais d'abord, je voudrais connaître un petit peu votre parcours, Björn Duval. En fait, je suis un communicant qui travaillait principalement dans l'administration en tant que contractuel ou en tant qu'auto-entrepreneur. C'est-à-dire j'avais les 2 statuts et l'inconvénient de ces 2 statuts, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on a une précarité de l'emploi, et on a des revenus assez faibles. Donc moi, je me suis dit: «Ben, comment est-ce que je vais essayer de faire pour augmenter mon niveau de vie?» Et là, j'avais 2 options, soit gagner plus d'argent, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on est contractuel de la fonction publique, en fait, on fait tout le travail d'un fonctionnaire, mais sans avoir aucun des avantages du fonctionnaire, et notamment le salaire et l'avancement. C'est-à-dire que lorsque je signe un contrat, mon contrat, il est avec un salaire donné, et il y a l'inflation qui arrive d'année en année. Hmm. Mais les fonctionnaires, eux, ils voient leur salaire progresser au fur et à mesure de l'inflation, Je mais suis les pas sûre que ce contractuels, soit le leur cas tous salaire, les. Oui, alors c'est vrai, mais c'est pas le cas. Regardez c'est les ça, professeurs, et, c'est vrai, c'est leur vrai. salaire n'a pas été indexé sur l'inflation depuis bien longtemps, et ça se ressent dans leurs fiches de paie, et notamment dans les hôpitaux aussi. Mais c'est sûr que les contractuels sont les précaires de la fonction publique, ce qui nous dit beaucoup sur en effet leur statut. Alors qu'on fait le travail, on fait le même travail que les fonctionnaires. Tout à fait. Et donc, comme je ne pouvais pas augmenter mes revenus, je me suis dit, je vais partir dans l'autre sens. Et ce que je vais faire à la place, c'est que je vais réduire mes dépenses. Oui. Et donc, j'ai attaqué point par point mes postes de dépenses. Le premier des gros postes de dépenses, en fait, c'était le loyer. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment le gros point de dépense. Et donc, j'ai commencé par réduire à zéro mon loyer. Alors ça a été un peu compliqué au début parce que le temps que je puisse mettre assez d'argent de côté pour m'acheter une maison, parce qu'en tant que contractuel, on peut pas non plus avoir de prêt à la banque, ni en tant qu'auto-entrepreneur, les banques sont très réticentes à faire des prêts. Et donc il a fallu que je mette de l'argent de côté. Et pour mettre de l'argent de côté, j'ai dû vivre pendant plusieurs années, d'abord dans une caravane, puis dans une grange. Mhm. Euh, C'était pas évident, hein, il fait froid, mais par contre, c'est une vie un peu à la dure. Mais le truc, c'est qu'on paye pas de loyer, et le loyer qu'on économise tous les mois, bah, au bout de plusieurs années, ça permet de mettre un petit pécule de côté. Et ce petit pécule m'a permis de m'acheter une maison. Mhm. Et puis ensuite, j'ai attaqué les autres postes de dépenses, et un gros, gros poste de dépenses dans tous les foyers français, bah, c'est l'énergie. Oui, bien sûr. Alors, vous y Et revenez, hein, de l'énergie. On va prendre point par point, si vous le voulez bien. oui, D'abord, peut-être, quelles sont les pertes énergétiques dans une maison? Alors, je vois beaucoup de réactions déjà immédiatement qui nous disent: «Oui, mais ça n'est possible que quand on est propriétaire». Mais donc vous venez d'expliquer aussi, comment, n'étant pas forcément, dans les meilleures conditions pour pouvoir acheter, comment on peut éventuellement, acheter.
est-ce que c'est intéressant d'acheter aujourd'hui? Est-ce que, finalement, acheter, une maison qui est une petite maison, qui n'est absolument pas, isolée, par exemple, est-ce que c'est pertinent aussi? 1re question peut-être dans le choix, finalement, du logement. Alors, ça dépend où, ça dépend combien on la paye et vous parlez de l'isolation, bah, ça dépend comment on la chauffe. Ça dépend où. Dans la diagonale du vide, il continue d'y avoir énormément de logements qui sont à des prix extrêmement raisonnables. Ça dépend comment on la paye et comment on la chauffe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on veut s'installer dans l'un de ces endroits un peu isolés où les logements sont pas chers, ils sont pas chers tout simplement à cause de l'offre et de la demande, hein. C'est souvent beaucoup de personnes âgées qui habitent dans des villages dans lesquels les jeunes veulent pas venir s'installer parce qu'il y a pas d'emploi. Mmh. Et donc, comme il y a pas d'emploi, et ben, les maisons à vendre il y a personne pour les acheter. Les jeunes ne viennent pas s'installer ici. Malheureusement, il y a de moins en moins d'agriculteurs parce que le métier d'agriculteur est peu attractif, donc les gens ne viennent plus s'installer dans les campagnes, il y a de moins en moins d'agriculteurs et il commence à y avoir une désertification. Eh oui. En plus, enfin, je ne veux pas vous parler de tous les soucis des campagnes, mais on entend beaucoup parler dans les médias des soucis qu'il peut y avoir pour les gens qui vivent en périphérie des villes, mais on ne parle pas beaucoup des choses que nous, on rencontre dans les campagnes. Les services publics disparaissent. Enfin, il y a énormément de On raisons pour on vient lesquelles d'en ces parler, on vient zones... d'en parler avec nos invités Ah, précédents. ah d'accord, ben je viens de prendre le live, donc j'ai pas entendu, mais je suis très certainement d'accord avec ce que vous avez dit alors. En tout cas, Et, donc et, et, ouais. et donc, du coup, l'impact, le truc, c'est que du coup, ça fait énormément baisser le prix des logements. Mmh, ça c'est certain, mais après pour des gens qui se disent: «Je vais acheter, consommer le moins possible d'énergie», puisqu'on c'est quand même le principe de cette interview, quand même avoir un travail, c'est pas forcément, facile puisque vous dites que justement ces maisons-là sont accessibles là où il y a pas de travail donc à moins que tout se fasse par télétravail, mais Alors, je suis pas sûre que ça corresponde tout à fait à votre démarche. il y a deux questions différentes. Là, il y a comment on fait pour avoir un travail dans une zone où les logements sont pas chers. Et puis, il y a une deuxième question, c'est une fois qu'on a un logement pas cher, il va forcément être mal isolé, comment on le chauffe? Mmh, Alors, je vais répondre séparément aux deux allez-y. en fait, le, dans les campagnes, il y a encore énormément de boulots qu'on trouve, mais qui ne sont pas forcément les mêmes boulots qu'en ville. Mmh, Si vous êtes plombier, vous allez avoir aucune difficulté à trouver du travail. Si vous êtes couvreur, même si vous êtes pizzaiolo, nous on a un mmh, pizzaiolo qui vient une fois par semaine sur la place du village et il fait le tour de tous les villages. Il y a énormément de jobs comme ça. mmh. Et puis il y a le développement du télétravail. Avec le Covid, mine de rien, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à développer le télétravail. Et donc, entre ce type de job qu'on a toujours trouvé dans les campagnes et puis le développement du télétravail qui commence à devenir massif, on trouve des emplois, il y a des emplois qu'on peut exercer à la campagne. D'accord. Alors, on peut pas tout faire, hein, bien sûr, mais on trouve des boulots. Bon, ensuite, on avance dans votre, livre qui est très complet donc, vous proposez tout de même, si on est dans une démarche d'autonomie maximum et qu'on peut même, qu'on n'a pas encore son logement, vous dites: «Essayez de vous rapprocher d'un endroit où il y a, de l'eau et du bois», hein, un vieux classique finalement. Oui, bah oui, ça a pas changé. En fait, j'ai rien inventé, hein. Je reprends les choses que nos anciens faisaient, qui faisaient très bien et qui fonctionnaient bien pour eux. La vie était difficile à l'époque, mais ils n'avaient pas toutes les technologies modernes qu'on a aujourd'hui. Et si on combine les deux, c'est-à-dire si on prend les choses qui fonctionnaient bien du temps de nos anciens, et puis qu'on y ajoute les choses modernes qui fonctionnent bien chez nous, bah, on peut avoir une vie relativement confortable quand même. Mmh. Alors relativement confortable, mais ce qui est intéressant dans votre, livre et vous commencez tout de suite par ça, hein, vous dites: «Être, autosuffisant énergétiquement, c'est aussi, comprendre qu'il faut dépenser moins d'énergie». Finalement, on est devenu très gourmand, en énergie. On a évidemment, un cumul d'appareils, électriques, électroniques, connectés, ça passe par les écrans, mais ça passe même maintenant par toutes, les horloges, tout ce qu'il y a de tout ce qu'on peut trouver chez nous et vous nous apprenez petit à petit le four, à reprendre, finalement, à retrouver des outils, qui sont, moins connectés. C'est la première chose que vous appelez à faire? Oui, c'est ça. Ben, puisque vous parliez principalement de l'électricité, en fait, il y a énormément de choses qu'on fait avec l'électricité et qu'on peut faire avec d'autres choses.
le premier poste de dépense électrique dans Oui, beaucoup de foyers français, c'est le chauffage. Parce que les gens se chauffent à l'électricité. oui. Alors, Or, allons sur le se chauffage, parce que vous chauffer, avez oui, tout un chapitre sur bah le allons-y, chauffage. allons-y Et sur le puis, alors, chauffage. on Ouais. est en plein dedans, on a froid. L'année dernière, à la même saison, le gouvernement nous a empêchés de monter le radiateur à plus de 19 degrés. Euh, alors, Oui. comment faire aujourd'hui pour ne pas avoir trop froid et en même temps limiter sa facture de chauffage? Alors d'abord, je peux me permettre une remarque sur ce que disait le gouvernement de se limiter à 19 degrés. Oui, En fait, c'est un peu absurde parce qu'ils se mettent dans la perspective où on chauffe l'intégralité d'un logement. Et si on chauffe l'intégralité d'un logement, bien évidemment, il faut un peu se limiter. mmh, Mais je reviens un peu sur ce que disait lorsque je parlais des anciens. Jadis, en fait, alors on n'est pas obligé de vivre de façon aussi extrême, mais jadis, en hiver, on vivait différemment de la manière dont on vit en été. oui. C'est-à-dire, en hiver, on vivait autour du foyer et toutes les activités se faisaient autour du foyer, dans une seule pièce qui était chauffée. Et donc, du coup, le reste de la maison, il était chauffé que de manière indirecte par le foyer de la pièce principale. Mmh. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, moi, c'est encore ce que je fais, hein, Oui, mais oui, on on n'est voit pas les obligé. images, hein, les photos les Oui, illustrations de chez vous. Vous avez votre chambre finalement, votre foyer d'hiver. Alors vous êtes carrément extrême. Vous dites, vous recommandez pas forcément à tout le monde de suivre votre façon de faire, mais vous dites, en tout cas, il faut comprendre, c'est changer de paradigme en fait. Arrêter de se dire qu'il faut que tout soit chauffé de la cave au grenier chez nous et à 19 degrés comme le gouvernement le recommande, mais plutôt concentrez-vous sur des pièces principales et voilà. peut-être resserrer un peu le mode de vie d'hiver. Comme finalement, retrouver du bon sens aussi, c'est ça. Et comme vous le dites, Exactement. et en été, vous avez une cuisine d'été qui, elle, profite du soleil, etc. Et qui en revanche, est plus isolée du soleil. Voilà beaucoup de choses très simples, en fait, pleines de bon sens que vous vous rappelez et qui permettent, comme vous le dites, de tendre vers en tout cas une baisse de la facture d'énergie et puis peut-être aussi un mode de vie plus adapté finalement à la nature et à la réalité. Alors continuez. Et que nos anciens faisaient et qui fonctionnait bien, hein. Mmh. Alors effectivement, moi je suis dans un cas particulier parce que puisque j'ai pu acheter dans une zone où les logements étaient pas chers, j'ai une très grande maison et donc j'ai effectivement deux cuisines. Et dans ma cuisine d'hiver, j'ai installé une douche. Et donc, du coup, ben, en hiver, je prends ma douche dans la cuisine. Ce qui Mmh. fait du coup que j'ai pas besoin, par exemple, de chauffer la salle de bain concrètement. Mmh. Oui. Là, vous avez C'est fait une somme retour, de choses comme ça. au Moyen Âge avec une pièce, un foyer, une pièce, pour l'hiver. Oui, mais du coup, moi, je chauffe à 22. Mmh. Je chauffe pas à 19. Mmh. Et ça me coûterait pas beaucoup plus cher de chauffer davantage, hein, parce que je me chauffe au bois aussi. Alors, Oui. en l'occurrence, le bois, c'est pas le seul moyen de se chauffer. Et je dis dans le livre que vous connaissez l'adage, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je me chauffe au bois, mais je recommande pas forcément aux gens de se chauffer au bois. Parce qu'il y a moins de 3% des Français qui disposent de parcelles forestières. Mmh. Et si on veut se chauffer au bois de manière vraiment, vraiment pas chère, ben, dans la pratique, il faut quand même posséder de la forêt. Et ça, Mmh. la majorité des gens n'en ont pas. Alors ou Alors, ça sinon vous vous reste toujours rappelez moins d'ailleurs cher d'acheter. sur la facture de bois, Oui, parce que beaucoup de gens sont passés aujourd'hui à l'achat de poêle à bois, de poêle à granules, oui. notamment avec cette vente a explosé, l'année dernière avec l'augmentation des prix de l'électricité. Heu, vous donnez quand même un conseil, vous dites, on peut pratiquer l'afouanage, c'est bien ça? L'affouage, l'affouage. L'affouage. Alors expliquez-nous. Et alors ça aussi, c'est une tradition très ancienne. Ça a des siècles. Jadis, en fait, dans la commune dans laquelle on était, il y avait des partiels qui appartenaient à la commune. Et les habitants du village pouvaient aller couper une partie de leur bois de chauffage dans la commune. Alors ça n'existe plus tout à fait sous cette forme aujourd'hui, ça existe sous cette forme qu'on appelle l'affouage, et où énormément de communes françaises ont des parcelles dans lesquelles les résidents de la commune sont autorisés à aller couper leur bois pour des montants qui vont varier entre 6 et 8 euros le ster. Oui, Donc c'est ça rend les choses beaucoup relativement pas plus cher. intéressantes, oui. Ah Alors bah oui, et pour ceux qui moi n'ont pas je la consomme. possibilité de se chauffer au bois, après on va parler de la cuisson parce que beaucoup disaient: «Oui, mais par exemple, on peut aussi l'utiliser pour la cuisson», évidemment, d'ailleurs, c'est ce que vous recommandez. Oui, oui, bien sûr. Comment se chauffer autrement qu'avec du bois?
Tout en donc Alors, en n'ayant pas cette facture d'électricité qui explose. il y a énormément de modes de chauffage qui je vais pas tout vous détailler parce que c'est vrai que c'est un peu long, mais il y a énormément d'alternatives au chauffage au bois. Bah, d'abord, il y a des modes de chauffage passifs comme, le puits canadien. Oui. En fait, ça repose sur un principe simple, c'est que sous terre, le sol garde une température qui est à peu près constante. Ça va tourner aux alentours de 10-12 degrés, un petit peu plus parfois. Et même en hiver, même quand il va faire moins 10 degrés dehors, sous terre, il fera toujours 10-12 degrés. Et donc, le puits canadien, c'est un système dans lequel on va faire passer des tuyaux dans lesquels circule de l'air sous terre, donc qui vont être chauffés à 10 ou 12 degrés. Et cet air va être injecté dans la maison pour chauffer la maison, à Mmh. partir de la chaleur qui est présente dans le sol. Et là, vous pouvez, gagner Euh, combien de degrés? alors là, on va gagner 3 ou 4 degrés. On va gagner 3 ou 4 degrés dans la Mmh. maison. Mmh. Et en fait, c'est le cumul de petites choses qui font que ben, au final, on arrive à chauffer à 19, voire au-delà de 19 degrés, mais en ayant peu, voire pas de facture de chauffage. Là, sur le chauffage, je voudrais quand même, Ah, on va dire un dernier mot, puis après on va passer par exemple, aux voitures, heu, aux voitures électriques, pourquoi pas. Mais avant, oui, qui j'aimerais en parler des voitures on électriques. va en J'ai des parler, choses à on dire les là-dessus. voit on les voit les Ouais. les voitures électriques qui s'arrêtent en plein milieu de la route quand il fait froid, c'est quand même intéressant, alors que le gouvernement nous a tous poussés à passer la voiture électrique. On va en parler seulement sur le chauffage, vous dites donc, en gros, ça peut être un mélange de plein de petites choses. D'abord, concentrez-vous sur Oui. moins de pièces, passez, pourquoi pas au chauffage au bois. En effet, le puits canadien qui revient beaucoup, hein, dans les nouvelles maisons, qui se veulent, justement, bah, environnementales, enfin liées en tout cas en écoute environnementale. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez recommander d'autre? Il y a aussi Alors, des personnes toujours qui pour le sont en chauffage. appartement, qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous avez des choses à leur recommander en appartement? Oui, même dans un appartement, il y a des choses assez simples que vous pouvez faire. En fait, j'en reviens toujours au même principe, c'est une succession de petites choses. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est les fenêtres. On a à peu près 15 de déperdition thermique par les fenêtres, et les anciens mettaient des volets à toutes les fenêtres. Et aujourd'hui, lorsque les gens qui vivent en ville, souvent, lorsqu'ils vont se coucher le soir, ils ferment uniquement les volets de la chambre, parce que c'est pour des questions d'intimité, hein, comme ils sont en ville, ils veulent avoir une certaine intimité la nuit, et ils ferment pas du tout les volets, ni dans la salle à manger, ni dans la cuisine. Or, dans ces pièces-là, il continue d'y avoir des déperditions thermiques la nuit. Mmh. Et tout ce qu'ils ont à faire pour, pas réduire, pas totalement supprimer ces 15 de déperdition thermique, mais les diminuer quand même massivement, bah, c'est juste de fermer les volets la nuit, en fait. Fermer les volets la nuit, voire éventuellement, là, il faut investir un petit peu. Moi, j'ai acheté des rideaux très épais que je rajoute. Ce sont des rideaux thermiques, en fait, c'est des rideaux qui servent à ça. Donc ça, c'est pas donné, hein, ça vaut quand même entre 150 et 200 euros. Mais la combinaison entre les rideaux thermiques et fermer les volets, ben, ça réduit quasiment à néant les déperditions thermiques. Mmh. Je vois beaucoup de questions sur le puits canadien et d'autres disent: «Moi, c'est le puits provençal», mais je crois que c'est la même chose, hein? Oui, oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Le puits provençal et le puits canadien, c'est la même chose, C'est le effectivement. même concept, donc on va Oui, tirer comment dire? Un tuyau sous le sol pour récupérer l'air chaud quand c'est de l'air chaud qui arrive ou de l'air la froid. chaleur la chaleur du Et sol, ouais. parce que c'est aussi intéressant en été, en fait, pour rafraîchir la maison, donc c'est vraiment très pertinent. Et là, on remonte encore à des solutions, on va dire, traditionnelles. Alors allons un peu sur les voitures. Vous avez fait, voilà, Oui. encore une étude de marché, sur le transport. Que recommandez-vous? Alors, d'abord, je vais peut-être commander ou peut-être on parlera de la voiture électrique, mais je voudrais expliquer pourquoi je la recommande pas. Oui, bah, justement, allons-y, oui, oui, tout à fait, ça fait partie. On pourrait se dire la Heu, voiture électrique, on pour, je sais pas, pour Écoute, être moins on peut dépendant, faire ça ouais, dans ce ouais. ordre-là. Je vous parle d'abord de pourquoi la voiture électrique n'est pas forcément une bonne idée, puis après on ira sur ce que je vous Allez-y. recommande, ça va à chaque fois être les moteurs thermiques. Mmh. En fait, le souci de la voiture électrique, c'est que, c'est les batteries. C'est-à-dire, là, on parle de voitures électriques parce que 99,99999 des voitures électriques sont des voitures à batterie électrique. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on parle de voitures électriques. Mais il existe, un autre modèle de voiture électrique, ce sont les voitures à hydrogène, sur lesquelles j'ai pas de mal à dire. Malheureusement, il s'en vend maximum 20 à 30 par an en France.
Donc c'est pas non plus un véhicule d'avenir pour le moment. Le souci des voitures électriques, en fait, c'est les batteries. Il y a 2 problèmes sur les batteries. D'abord, elles ont une durée de vie qui est très limitée. C'est-à-dire que lorsqu'on achète une Eh oui. voiture électrique, on se dit: «Ben tiens, j'ai ma voiture, je suis bien content», sauf que dans la pratique, il va falloir un jour ou l'autre changer les batteries, et lorsqu'on doit changer les batteries, on va devoir débourser 10 voire 15 000 € pour changer les batteries de sa voiture. Ce qui est juste ahurissant, en fait. Il y a des modèles de voitures même où ça grimpe à des sommes phénoménales. Et le fait que ces batteries aient une durée de vie limitée, ça rajoute un coût supplémentaire à la voiture qu'on ne prend pas forcément en compte dès le début. Or, il fait réellement partie du coût de la voiture. Si vous achetez une voiture thermique, bah, vous allez, bien sûr, vous allez payer un entretien, mais vous n'allez pas avoir à sortir 10 000 € quelques années plus tard pour refaire fonctionner votre voiture comme au premier jour. Or, une voiture électrique, vous allez obligatoirement devoir le faire. Un autre problème de la voiture électrique qui réside toujours dans les batteries, c'est qu'en fait, elles ont une autonomie qui est beaucoup plus limitée que ce qu'annoncent les constructeurs. Alors, je veux pas citer une marque en particulier parce qu'on cite pas des, enfin, je veux pas m'attirer des ennuis avec un constructeur plutôt qu'un autre, mais vous trouverez sur les réseaux sociaux et sur YouTube même pas mal de gens qui ont fait des tests d'autonomie réelle de leur batterie électrique Eh sur oui. des Ouais, ouais. véhicules qui étaient annoncés à 500 kilomètres d'autonomie. Puis dans la pratique, ils en font pas 500 des kilomètres, ils en font 250 maximum, quoi. Mmh. Donc, ils n'ont pas d'autonomie. Puis encore, un autre problème qui vient se rajouter dessus, c'est le type de conduite qu'on est obligé d'adopter avec ces véhicules. En réalité, on ne peut pas rouler à 130 sur l'autoroute avec une batterie électrique, par exemple. Vous voyez, c'est pas, si vous roulez à 130 sur l'autoroute, vous allez voir la charge de votre batterie qui fond comme neige au soleil. Ouais. Alors que dans, Oui, oui, et c'est, puis là, on voit bien, on a vu des images, avec le grand froid qui est revenu ces dernières semaines, des voitures électriques s'arrêter au milieu de la route puisque finalement, le froid consommait énormément de leur énergie et donc finissait de terminer la batterie de la voiture électrique. C'est vrai que ça pose, oui, ça oui. pose beaucoup de questions sur la suite. Alors donc J'ai, vous tournez Je, plutôt vers des moteurs, oui, juste sur le froid, je veux juste rajouter un petit truc oui, là-dessus sur le froid, oui. parce que c'est quand même sidérant cette affaire. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de gens qui m'ont fait des retours d'expérience sur les voitures électriques, et il y a quelque chose que beaucoup de gens m'ont dit, c'est que pour économiser la batterie, il y en a certains qui en hiver ne mettent pas le chauffage dans leur voiture électrique, parce que s'ils mettent le chauffage, ça fait diminuer la charge de leur batterie. Oui, c'est ça. C'est Oui, c'est- oui, c'est juste hallucinant, en fait. oui. Ce qu'on nous présente comme un outil ultra moderne, ça nous donne le confort du Moyen Âge. Oui, mais le confort du Moyen Âge, vous avez un confort du Moyen Âge qui semble plus confortable que celui-ci. Donc bon, voilà. Alors revenons, donc vous recommandez plutôt justement, «étrangement» entre guillemets, des voitures plus à l'ancienne? Les voitures thermiques, oui. Oui. Alors, il faut être très précis. Je recommande d'utiliser des voitures thermiques, mais pas avec de l'essence et pas avec du diesel. Alors qu'est-ce que vous Le, recommandez comme carburant? ça dépend du véhicule que vous utilisez. Si vous avez un véhicule diesel, il y a 3 types de carburant que vous pouvez utiliser. Le plus simple à utiliser, c'est le biodiesel que vous allez trouver à la pompe pour des prix extrêmement avantageux. Parce que la taxation est différente. Mais sur les carburants, c'est toujours le problème de la taxation, hein. Mais parce que la taxation est moins élevée, en fait. Donc le biodiesel, c'est une première option pour les diesels. Vous avez une option qui va être l'option des brouilles, hein, qui va pas être pour tout le monde. C'est l'usage d'huile de friture usagée. En fait, le truc, c'est que les moteurs diesel, ils fonctionnent à l'huile. C'est-à-dire, c'est pas évident. Enfin, on se l'imagine pas comme ça, mais un moteur diesel, vous mettez de l'huile dedans, votre voiture roule. Pas les modèles récents, mais les modèles un petit peu plus anciens, ils roulent tout à fait normalement. Mais vous mettez de Et l'huile le truc, c'est que l'huile de friture, ben, toute la restauration rapide, les kebabs, les fast-food, ils la jettent. Ils la jettent, cette huile. Donc, il y a des associations qui se sont organisées pour la récupérer gratuitement. Et auparavant, j'en parle un peu dans le livre parce qu'auparavant, de toute façon, le législateur, dès qu'il ne peut pas taxer quelque chose, hein, il nous l'interdit. Donc mmh. auparavant, il était illégal en France de mettre de l'huile de friture usagée Oui, c'est ça. dans Oui, son oui. véhicule. Maintenant, c'est autorisé. D'accord. Non, non, je vois Fred qui dit c'est interdit contravention là dans le chat. C'est autorisé, hein, maintenant, l'huile de friture. C'est assez récent.
C'est bah, justement dans le contexte de l'augmentation des carburants, le législateur a fait preuve d'un petit peu de bienveillance, il a autorisé l'huile de friture usagée. Et D'accord, puis mais il y c'est-à-dire que vous a récupérez une votre troisième propre huile option, finalement? Oui. qui est en développement pour le moment, mais qui Mmh. fonctionne très bien. C'est ce qu'on appelle la pyrolyse du plastique. Il y a notamment on a la chance en France d'avoir, une association qui a mis en place toute une technologie. Alors, je vais essayer en 2 mots de vous expliquer ce que c'est que la pyrolyse du plastique. Le plastique est fait à partir de pétrole, hein, donc ça fait sens d'utiliser du plastique dans une voiture. L'idée, c'est de transformer ce plastique en un carburant qui a les mêmes propriétés que le diesel. Et on a en France, une association qui a été créée par un acteur français, Samuel Le Bihan, qui s'appelle, l'association Earthquake. J'aime pas les mots anglais comme ça. Et cette association, elle a mis en place une unité de production qui a la taille d'un conteneur, donc elle est pas énorme, et elle permet de transformer le plastique en diesel. Alors c'est bien évidemment pas faisable pour un particulier. Par contre, pour une collectivité locale, ben, c'est jouable et ça permet de ne pas payer son diesel et de Oui. transformer surtout les déchets plastiques de la ville, par exemple. Mais ça paraît un peu compliqué, peut-être Voilà pour le diesel. inatteignable, un peu inatteignable pour des Allô, gens vous qui. m'entendez? Oui, oui, on vous entend, oui. Vous nous entendez? On vous a perdu, Bjorn. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ouais, alors, bon, bah, on vous a perdu visiblement. Nous, on vous entend, on vous entendait jusqu'à maintenant, Bjorn. Je rappelle votre livre 0 € de facture, l'autosuffisance Est-ce que vous m'entendez? énergétique. Je vois beaucoup de personnes, en tout cas, qui réagissent et qui nous disent oui, mais ça, il sert finalement à nous restreindre, à restreindre le peuple français de ses droits, de son énergie, de son confort. C'est absolument pas l'objectif de cette interview, mais plutôt de vous dire, pour le moment, nous ne nous sentons pas entendus et justement aidés par le gouvernement. Donc peut-être quelques petites choses qui peuvent nous aider à mieux nous en sortir et à être confortables, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais être confortable notamment pour passer l'hiver. Voilà l'objectif de cette interview et absolument pas, vous le savez très bien, je pense que vous me suivez depuis longtemps, absolument pas d'expliquer comment on peut être finalement mieux dominer ou comment mieux restreindre le peuple français, comme j'ai pu le lire dans le chat. Jean Duval, est-ce qu'on vous a retrouvé? Oui, oui, ça y est, Et on a eu des peut-être soucis une petite techniques. réaction là-dessus, justement, je voulais vous demander, il y en a beaucoup Oui. qui disent: «Oui, finalement, là, vous allez dans le sens de Davos et tout ça, de que vous n'aurez rien et vous ne posséderez rien, vous serez heureux». En plus, on est en plein, en ce moment, au forum de Davos. Je voudrais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que finalement vous sentez pas, entre guillemets, «l'idiot utile», pardon, hein, mais c'est pour qu'on remette les choses au clair, peut-être d'un gouvernement et d'une Alors, tendance, on va dire, mondiale à vouloir diminuer les possibilités et les droits et le confort de la population. alors je sais pas quoi répondre à ça, parce que la première chose dont j'ai commencé par vous parler, c'est de l'accession à la propriété privée, Oui, du logement. Non, au contraire, l'idée, c'est moi, je vois le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'on a notamment des taxations qui font qu'il y a énormément de choses qui sont très chères, et l'idée, c'est de plus dépenser de l'argent là. Là, par exemple, j'ouvre une parenthèse. Là, il va y avoir 10% d'augmentation de l'électricité là, tout à fait. le 1er février. Oui, oui, C'est pas il faut comprendre que c'est pas du tout l'électricité qui va coûter plus cher, c'est les taxes sur oui. l'électricité qui vont augmenter. Mmh. Ce qui augmente, c'est pas le prix de l'électricité, c'est le prix des taxes sur l'électricité. Oui. Et Tout à après, fait. Et ce qui augmente, non, enfin, c'est surtout qu'on a arrêté, c'est les prix des taxes, et puis qu'on a arrêté, on avait mis un bouclier, donc c'était superficiel, et qu'on le lève. Donc voilà aussi, bah, oui, oui, mais bon, le problème à la base, c'est déjà qu'on aille mettre des taxes sur l'énergie nucléaire, qui est une énergie propre et efficiente. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est un peu absurde de taxer le nucléaire. ouais, ouais, tout à fait. Euh, oui, alors après, non, au contraire, l'idée c'est de posséder. Moi, j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans de l'électricité parce que l'électricité, je la possède pas. Je préfère conserver l'argent que je dépensais dans mon essence et dans mon électricité pour m'acheter des belles choses.
Mmh. Moi, je vois un peu le truc à l'envers, quoi. Oui, oui, non, mais J'ai commencé. moi, c'est comme ça que je le vois également, Jean Duval. Je Ouais. pense que justement, c'est une façon de reprendre le pouvoir, contrairement à ce qu'on c'est pas une façon de nous asservir, c'est au contraire une façon de reprendre le pouvoir et de se dire: «Écoutez, de toute façon, cette électricité-là, pour le moment, en plus, c'est pas nous qui décidons, mais on voit bien qu'il y a des taxes, de taxes sur taxes qui sont ajoutées à ces produits». Pourtant, en effet, comme vous l'avez dit, à nos centrales qui permettaient d'avoir de l'électricité pour, moins cher avant. En attendant, vous vous apportez des solutions qui, en plus, sont des solutions de bon sens et qui permettent un peu de renouer avec la réalité. Pardon, hein, peut-être que c'est un peu difficile pour certains de se dire que oui, il faut faire attention en hiver à pas. Et quand vous habitez des maisons à la campagne, de toute façon, vous vous rendez bien compte que vous pouvez pas chauffer toutes les pièces de partout. Sinon, en effet, vous avez des factures d'électricité qui explosent tout simplement. Donc, il faut un petit peu de bon sens, peut-être repenser les choses pour mieux isoler et moins consommer comme vous le proposez. Et tout ça part de ce sentiment-là. Mais je voulais clarifier les choses là-dessus. Alors, si on finit juste sur le transport, donc vous disiez, donc il y a le moteur hydrogène. Non, vous disiez pas le moteur hydrogène, justement, vous l'avez pas évoqué, lui. Non, non, je l'ai pas évoqué, parce que, alors, pour le moment, il se vend le souci de l'hydrogène. Alors, ce qu'on appelle les moteurs hydrogène, en fait, ce sont des voitures électriques qui utilisent l'hydrogène pour produire de l'électricité qui va faire tourner le moteur électrique. Donc, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait un distinguo entre les voitures à batterie électrique et les voitures électriques en général, en vous disant que le souci, c'est surtout les voitures à batterie électrique. L'intérêt de l'hydrogène, c'est justement qu'on roule à l'électrique sans avoir tous les inconvénients de l'électrique qu'on a énoncés tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire les limitations de vitesse, le fait que la voiture elle tombe en panne, qu'elle s'arrête de rouler, ou alors qu'on peut pas aller très loin, quoi. Oui, d'accord. Alors, si on va sur une autre poste de dépense qui est finalement en dehors de la voiture, on a dit le chauffage, il y a peut-être chauffer l'eau. Oui. Alors, comment Alors pareil qu'est-ce que vous recommandez pour l'eau? ça dépend de la situation des gens, ça dépend de il y a énormément de solutions pour l'eau. Il y en a une qui est assez simple et pas trop coûteuse à installer, c'est ce qu'on appelle des chauffe-eau thermodynamiques. Ce sont des chauffe-eau qui vont absorber, c'est le même principe que le puits canadien un petit peu, c'est une partie de la chaleur ambiante qui est absorbée et puis qui est réinjectée pour chauffer. Là, c'est la même chose, le chauffe-eau thermodynamique, il va fonctionner comme une pompe à chaleur, il va absorber une partie de la chaleur qui est autour de nous et il va l'utiliser pour diminuer la quantité d'électricité qui va être utilisée pour chauffer l'eau. Et D'accord. donc, avec un chauffe-eau de ce type, on peut arriver à peu près diviser par deux la facture d'électricité allouée au Sur chauffage de l'eau. Ah oui, donc c'est quand même, relativement important et à l'achat, Ouais. ça reste, raisonnable ou ça reste accessible? À l'achat, c'est assez cher. Ça va coûter aux alentours de 1 000 € un Mmh. chauffe-eau thermodynamique. Mmh. Donc à l'achat, c'est assez cher, mais en fait, à chaque fois dans le livre, j'ai essayé de calculer les temps d'amortissement. Oui. Ça dépend si vous êtes une famille nombreuse, si vous êtes une famille nombreuse ou si vous êtes une personne, un célibataire isolé, bien évidemment, vous n'allez pas rentabiliser votre chauffe-eau thermodynamique à la même vitesse. Oui, bien sûr. Mais en moyenne, on peut considérer ça prend aux alentours de 7 ans pour le rentabiliser. Ouais, et pour finir, on va parler de l'usage des appareils électriques qui se sont multipliés, sur lesquels on a commencé, hein, dans notre introduction. Évidemment, la première chose, c'est peut-être d'arrêter la multiplication des appareils électriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ah ben, j'avais commencé par le chauffage. D'abord, se chauffer à l'électricité alors qu'il y a pas mal d'alternatives, c'est un peu bête. Il y a aussi le chauffage de l'eau. Pareil, il y a des alternatives pour chauffer l'eau. Moi, je vous parlais du chauffe-eau thermodynamique tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a tout un spectre de choses qui consistent à réduire ce qu'on appelle le talon de consommation électrique. Et le talon de consommation électrique, en fait, c'est la quantité d'électricité que vous allez consommer lorsque vous faites rien. C'est-à-dire lorsque vous ne lancez pas une machine à laver ou lorsque vous n'utilisez pas un sèche-cheveux, vous consommez quand même de l'électricité en permanence. Il va y avoir la VMC, il va y avoir la box de votre Internet. Vous voyez, il y a tous ces appareils-là. Et en fait, la plupart de ces appareils, il n'y a aucun intérêt à les laisser allumer.
Mmh. Mais là, ça va pas dans le Et, sens, et du tout connecté et notamment, de la recommandation gouvernementale de nous mettre des Linky partout qui fait que nous sommes connectés en permanence, avec des outils électriques connectés et qui, en plus de servir à nous chauffer ou à mettre de la lumière, récupèrent nos informations de connexion. oui, enfin, le Linky, il sert aussi à nous couper l'électricité lorsque c'est nécessaire de le faire. Vous vous souvenez, l'an passé, l'hiver dernier, on était menacé de se faire couper l'électricité À distance, oui. alors, ouais, c'est ça, à distance. Et ils Et font de le nouveau un Linky test, hein, dans permettra le de. Puy-de-Dôme à ce sujet. Un test géant, pour couper l'électricité de l'ensemble, des volontaires, pour le moment, Oui, c'est de ça. de ceux qui Ça auront commence. Ça. de ceux qui auront installé Linky. Non, mais c'est intéressant parce qu'on nous vend le Linky et ces appareils connectés comme des appareils qui nous permettent de diminuer notre consommation. Et finalement, enfin, c'est une communication qu'il faut interroger. Ben, oui, parce que le truc, en fait, et puis, est-ce qu'on est propriétaire de sa maison? C'est ça la question qui se pose au final. Est-ce qu'on est propriétaire de sa maison? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut chez soi? Parce que si on perd jusqu'au contrôle de son électricité, enfin, ça veut dire quoi couper l'électricité? Ça veut dire que les gens qui Mmh. ont un congélateur, l'électricité va être coupée pendant 5-6 heures. Le Oui. congélateur va être. Qu'est-ce qui va se passer pour les trucs qui sont dans le congélateur? Et puis toutes les personnes qui ont des conditions médicales qui nécessitent qu'il y ait des appareils qui fonctionnent. Alors On a je reçu sais pas ce qui sera quelqu'un, contre cette année. bah, alors on a reçu quelqu'un pour qui l'électricité a été coupée, parce qu'il refusait le compteur Linky, donc réprimande, répression, on lui a coupé l'électricité, alors que justement il a besoin d'un appareil, de respiratoire, connecté, donc c'est connecté, enfin, branché. Donc ça pose en effet de véritables questions et vous l'avez Oui, raison mais je et vous je dis pense que c'est le sens de votre livre, tout, c'est ouais. tout bêtement, ce qui est aberrant, c'est de couper un congélateur. Si le congélateur reste coupé trop longtemps, il faut jeter la totalité du contenu du réfrigérateur. Mmh. Oui, bien sûr, bien D'un- sûr. Donc c'est l'idée et on va conclure, là-dessus peut-être, Jean Duval, l'idée puis puisque vous allez plus loin vous, hein, après là c'était un livre sur l'énergie, mais vous en avez d'autres, c'est plus, sur l'autosuffisance en général, puisque vous avez votre ferme oui, également. Heu L'idée c'est en effet de reprendre le pouvoir ou de ne pas attendre qu'on nous serve, ne pas attendre la main, tendue vers nous, peut-être, de ce gouvernement, de ces gouvernements et de savoir, se débrouiller pour pouvoir justement résister éventuellement et intellectuellement et autrement. c'est ça. Faire les choses soi-même pour être libre. Oui, ouais La liberté. et ça vous aujourd'hui, vous vous sentez justement, libre malgré le fait que finalement vous êtes très contraint aussi dans cette bataille pour l'autosuffisance? C'est quand même un combat quotidien presque. Ah, non, je le suis beaucoup moins que lorsque je vivais dans une grange, hein. Maintenant, je vis dans une belle maison en pierre de 250 mètres carrés. J'ai été contraint par le passé. J'ai vécu une vie un peu difficile. Maintenant, j'ai beaucoup plus de confort que le français moyen. D'accord Vraiment. et vous vous sentez, plus libre Et finalement? Même si vous avez des contraintes, on va dire bien physiques, sûr, vous vous sentez, plus libre que peut-être d'autres qui bataillent pour, payer leurs factures d'électricité? bien sûr, et libre aussi par rapport à mon employeur. Mmh. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où si je me couchais pas, je perdais mon job. Ben, j'ai pu me permettre de perdre mon job Mmh. parce que je j'étais pas financièrement dépendant de mon salaire. Oui. D'accord, donc une véritable liberté. En tout cas, merci beaucoup, Jean Duval. Je rappelle votre livre «Zéro euro de facture d'énergie, le guide pratique de l'autosuffisance». Un livre qui est très bien fait, vraiment très bien fait, avec beaucoup, beaucoup de conseils. D'abord, comme j'ai dit, c'est thématique, donc vous voulez vous conseillez, vous dirigez seulement sur le transport, vous retrouvez toutes les informations. C'est sourcé, c'est chiffré. J'ai vu des personnes dans le chat qui disent: «Mais non, mais tout ça, ça coûte cher, etc.» Mais tout est chiffré avec justement l'utilisation de peut-être de l'achat qui peut être un petit peu moins cher, mais rentrer dans ce que vous recherchez. Enfin voilà, tout est bien indiqué. Il suffit aussi peut-être de se procurer le livre pour s'en rendre compte. Un livre chez Albin Michel. Merci beaucoup, Björn Duval.